Bonsoir à tous, bienvenue dans 27 minutes. On est en direct évidemment depuis Sciences Po. C'est parti pour votre dernier rendez-vous consacré à la vie étudiante. Et comme d'habitude, avant de commencer, voici le sommaire. Et au sommaire, pour la dernière, Baptiste reviendra sur les derniers événements associatifs, Semaine des Arts, Genepi et la fameuse campagne BDE avec également l'agenda de la semaine. Vous en entendez souvent parler sans forcément bien les connaître, Julia est partie à la rencontre de l'association des Sciences Po Alumni. Le sport ne s'arrête jamais à Sciences Po, retour sur le cross de l'AS avec Léopold. Antoine, lui, nous dresse une rétrospective des meilleurs moments. Elles ne font presque qu'un ou qu'une. La chronique culture de Laetitia vous présente aujourd'hui un duo artistique incroyable qui dirige la comédie musicale de Sciences Po. Enfin, il est devenu le plus jeune maire de France à seulement 22 ans, pas n'importe quelle ville, celle de Florange en Lorraine. Étudiant à Sciences Po, Rémi Dick est notre invité. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Alors c'est un programme très riche cette semaine, d'ailleurs n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, les cours sont déjà finis, mais Sciences Po, vous le savez, ne s'arrête jamais. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, on passe tout de suite à l'actu des assos. Salut Baptiste, alors tu es de retour avec une main entière cette fois-ci, une blessure qui ne t'a pas empêché d'aller une ultime fois à la rencontre de nos assos. Et ces 3 dernières semaines ont été particulièrement chargées, surtout la précédente, on va le voir dans quelques instants, quel est le programme. Alors salut Clément, très content d'être de retour pour cette dernière émission de 27 minutes cette année. Passons donc tout de suite à un résumé vidéo des 3 dernières semaines qui se sont écoulées, façon zapping cette fois-ci. La semaine des arts du BDA s'est tenue du 10 au 14 avril à Sciences Po. Après un show de la Batuka le lundi, de nombreux événements ont eu lieu, comme le concert du COSP et de nombreuses soirées et conférences avec d'autres associations. Le Genepi avait aussi installé une cellule de 9 mètres carrés afin de sensibiliser les étudiants aux conditions de détention. Le Sciences Po Fashion Show s'est tenu le mardi 11 avril au Grand Breguet. Pour ceux qui s'interrogent sur le choix des mannequins, Myriam nous a répondu. Le charisme, ce que la personne dégage, la démarche. Colin, un de nos mannequins, a également quelque chose à nous dire. Des critères vraiment, qui sont pas fixés, voilà, c'est vraiment, ils ont essayé de juger au travers des castings la personnalité des mannequins et de recruter des gens qui étaient vraiment dynamiques et qui souhaitaient vraiment s'investir dans le projet et voilà, le vivre à fond. Très nombreux, c'est très impressionnant, mais je suis ravie qu'il y ait autant de monde qui soutient du coup cette association et cette initiative. Pour ceux qui L'association a réussi à obtenir de nombreux partenariats vestimentaires, notamment de quelques alumni. Ce fut en tout cas une très grande réussite. C'est très nouveau, ça ouvre des perspectives, on n'avait pas encore vu ça à Sciences Po et c'est vraiment sympa d'inclure le monde de la mode et tout ce monde fashion, etc. à Sciences Po et on n'avait pas encore vu, donc je trouve ça vraiment génial. La campagne BDE s'est tenue la semaine dernière. Saint-Ger Circus, Mission 27 et Apollo 27 vous ont proposé de nombreuses activités tout au long de ces 3 jours pour notre plus grand divertissement. Et l'année scolaire se termine, mais la vie associative continue. Tu es parti faire un portrait cette semaine, non? Mais non, pas de portrait cette fois-ci, mais un agenda quand même chargé malgré cette période de révision. Alors au programme ce week-end, c'est la 4e édition du Festiféros, le festival de théâtre de Rhinocéros. 4 créations entièrement réalisées par les étudiants sont à découvrir pendant les 3 jours au théâtre Aleph d'Ivry-sur-Seine. Renseignements et réservations sur la page de l'événement Festiféros. Autre grand rendez-vous en cette fin d'année, c'est le festival de Stop and Go Hit the Road. Concerts et autostop sont les maîtres mots de ce week-end du 20 au 22 mai et qui s'annonce très dépaysant. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas et courez prendre vos places. Enfin, les collégiades se déroulent du 24 au 28 mai à Dijon. Ce Kalinkrit sera l'occasion de rencontrer les autres campus de Sciences Po que nous avons tenu de mettre à mettre à l'honneur dans 27 minutes. Et Sciences Po TV sera présent pour vous fournir de belles images.
C'est tout pour moi. Je tenais à vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à filmer et à réaliser cette chronique. Je ne vous dis pas à l'année prochaine, mais à peut-être dans 2 ans pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Baptiste et je suis aussi ravi d'avoir partagé le plateau avec toi. Et je suis très ému que tu partes, voilà. Tu as fait une très belle chronique, donc merci beaucoup Baptiste. On est avec le nouveau BDE qui est fraîchement élu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Sacha. Merci. Alors je vous présente Sacha, toi ton rôle c'était tu es président. Oui. C'est ça. Candice, toi tu es. Alors Candice, il n'y a pas encore de rôle précis. D'accord. Parce que les postes du bureau vont être attribués dans les semaines à venir. D'accord. Mais elle a contribué comme Jean-Baptiste de manière extrêmement active à la campagne. Jean-Baptiste qui est derrière, qu'on voit sur le plan ici. Alors, vous êtes de la liste Apollo 27, c'est ça? La liste qui a gagné avec combien de pourcents? 51%. 51%, c'est une grosse victoire donc. C'est un bon score. C'est un bon score. Alors comment s'est passée la campagne? Comment se sont passés les 3 jours? Parce qu'il y a eu 3 jours de campagne avec 3 listes. Je pense que Jean-Baptiste et Candice pourront confirmer, c'était physique. C'est très physique. Les heures de sommeil ont été rares, les moments de réjouissance ont été communs, heureusement. Mais on a tous fini sur les rotules, carbonisés physiquement. Je pense qu'on a dormi entre 72 et 90 heures dans les 3 jours suivants. Mais voilà, on a quand même pris beaucoup de plaisir, les élèves étaient contents, enfin bon. Ouais, Qu'est-ce que tu as aimé, toi, Candice? C'était une très bonne expérience et non, vraiment, ça a très bien passé. Il y avait une bonne ambiance entre les listes et c'était bien de pouvoir concrétiser ces mois de travail. Alors, comment on forme une liste? Comment on recrute les personnes dans cette liste, justement? Parce que je trouve même plus mes mots. En première année, on ne les connaît pas forcément. Comment tu es allé les chercher, toi, Sacha? C'est très compliqué. Ouais. C'est très très compliqué. Concrètement, j'ai eu la chance de partir relativement tard en 3e année, le 10 septembre. J'ai eu la chance d'avoir une rentrée relativement précoce cette année, vers le 22 août. Donc j'ai eu une fenêtre de tir restreinte de 10, 12, 15 jours où j'ai pu rencontrer un grand nombre de premières années. Alors j'ai pas rôdé autour de la péniche pour repérer les profils un par un. J'avais de bons amis en 2e année qui m'ont dit que telle personne avait l'air travailleuse, que telle personne prenait des photos, que telle personne faisait un site. Par exemple, Candice, j'ai découverte par sa boîte, Candice Création. On a vu que Candice faisait des sacs, des pochettes depuis 4-5 ans. On s'est dit qu'elle était autonome, qu'elle bossait bien. En effet, elle a été autonome, elle a bien bossé. Donc c'est beaucoup par des initiatives de ce type qu'on découvre les gens et c'est ensuite en physique qu'on les rencontre. Alors, vous avez eu beaucoup de partenariats pendant cette campagne B2. J'en ai moi-même profité, mais je ne dirai pas ce que j'ai gagné parce que ça va faire des jaloux. Quels sont les projets du B2 pour l'année prochaine? Parce que la semaine de campagne, c'est 3 jours. Vous avez été élu pour toute une année. Alors, quels sont vos projets? Je laisserai après Candice et OJB développer sur les points qui leur tiennent à cœur. Mais l'axe central du projet, il part d'un constat. Tous les ans, il y a des BDE qui sont excellents, qui progressent d'ailleurs d'année en année, dont la mission s'élargit, mais qui manquent de temps. Comment est-ce qu'on peut pallier à ce manque de temps? Simplement en outsourçant la plus grande part possible du travail du BDE. Nous, ce qu'on veut, c'est se reposer sur des assos qui sont efficaces, performantes. On a conçu le programme, le projet avec elles. Maintenant, ce qu'on veut, c'est faire un tour de table des assos qui sont intéressés pour bosser avec nous, des assos qui étaient déjà impliqués dans le projet, leur demander ce qu'elles veulent, leur demander comment elles veulent qu'on le fasse. Et mois après mois, semaine après semaine, pendant l'été, on va bâtir un calendrier, projet par projet, asso par asso. Donc, Candice, les projets sont nombreux. Et voilà, et avec les partenaires avec les entreprises, c'est vrai qu'on va en poursuivre de nombreux de ceux avec qui on a pu travailler pendant la campagne. Et l'idée, c'est que maintenant, en tant que BDE de Sciences Po, on puisse aussi aller démarcher des entreprises qui puissent apporter de vrais avantages aux étudiants et avec qui on pourra organiser des projets. Pour finir, une dernière question. Un message déjà à ceux qui n'ont rien gagné pendant la campagne et aux listes qui n'ont pas gagné, qui se sont inclinés contre vous. JB, si tu as un mot, parce qu'on te réserve un petit traitement particulier dans la suite de l'émission. C'est gentil. Un message du micro, essaye si tu veux. Voilà. Un message à ceux qui n'ont rien gagné pendant la semaine de campagne. Malheureusement, on a essayé d'avoir le plus de partenaires possible pour offrir le plus de choses possible. C'était pas possible d'offrir des hauts à tout le monde, mais on espère qu'ils vont passer une super année avec nous l'année prochaine. Et on va tout faire pour. Et un message pour les autres listes, un grand bravo à eux. C'était un plaisir de faire campagne avec eux. Il y avait une très bonne ambiance. La campagne a été, en tout cas j'ai eu des retours de gens de Sciences Po qui disaient que la campagne était de bon niveau, que les 3 listes ont proposé des activités intéressantes et marrantes et voilà un très grand bravo à eux. Bah voilà, moi je le confirme, c'était vraiment une campagne exceptionnelle, bravo à vous d'avoir été élu et puis on vous retrouve l'année prochaine, tout au long de l'année prochaine et on vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Merci. On passe tout de suite aux news avec Julia. Ne t'inquiète pas Julia, prends ton temps, installe-toi. Très concrètement, de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Eh bien, bonsoir à tous, que ce soit par mail avec leur newsletter, par la couverture d'Émile ou tout simplement en passant devant leur local rue Saint-Guillaume, vous avez forcément entendu parler de Sciences Po Alumni, l'association des anciens élèves de Sciences Po qui met en relation toutes les promotions de l'IEP. Je vous propose donc aujourd'hui d'en savoir un peu plus à son sujet, on regarde. Comme toutes les grandes écoles, Sciences Po c'est aussi un réseau. Avec un annuaire de plus de 50 000 personnes, l'association des alumni met en relation anciens et nouveaux élèves depuis 142 ans. L'association des anciens élèves de Sciences Po en fait est née il y a très longtemps parce que Émile Boutmy, lorsqu'il a fondé Sciences Po en 1872, il a pensé très vite, très tôt, quasiment en même temps que son projet d'école, à créer à l'époque ce qu'il appelait une société des élèves et des anciens élèves de ce qui était à l'époque l'école libre des sciences politiques. On accueille en fait les élèves de Sciences Po dès leur entrée en scolarité, parce que moi je dis qu'il n'est jamais trop tôt pour intégrer le réseau des Sciences Po, et que finalement quand on est déjà à l'école, c'est le bon moment aussi de venir nous voir, d'abord pour qu'on leur montre un peu à quoi ressemble ce réseau des Sciences Po, et puis qu'on leur explique un peu aussi comment se servir de ce réseau quand on recherche un stage, quand on a envie de s'insérer rapidement sur le marché du travail, quand on a aussi envie peut-être, quand on fait sa 3e année à l'étranger, d'aller voir des anciens qui sont sur place et qui peuvent peut-être vous accueillir. Bref, il n'est jamais trop tôt pour rentrer dans le réseau des Sciences Po. Les étudiants ont aussi leur place aux alumni. L'association recrute des stagiaires du collège universitaire au master. Alors moi je suis là dans la perspective de publier l'annuaire, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'adhérents qui mettent à jour leur fiche d'anciens de Sciences Po. Donc du coup moi je gère la base de données, je crée des entreprises quand elles ne sont pas encore référencées, je mets à jour les adresses, je les contacte, je les relance. Je suis community manager depuis le début de l'année civile, dans le cadre d'un stage de 6 mois. Je m'occupe du coup de tous les réseaux sociaux sur lesquels on est, à savoir Facebook, Twitter, Instagram. Déjà ça m'a fait prendre conscience que le contact, en fait, le réseau, c'est vachement important. On s'en rend pas compte, mais le nombre de gens que je gère dans la base de données qui ont des hauts postes et à qui je pourrais éventuellement demander un stage. Puis aussi, ça m'a un petit peu touchée de voir qu'il y a des gens qui, des années et des années après leur diplôme, sont toujours finalement sur les bancs de Sciences Po, donc qui font des conférences, des petits déjeuners, qui retrouvent les anciens de leur promotion, et finalement je me dis que c'est pas plus mal parce que c'est quand même des très belles années et c'est dommage de couper le cordon directement en sortant. Voilà de bonnes explications. Et comment on adhère justement à cette association des anciens de Sciences Po? Alors pour toutes les informations concernant les modalités d'inscription, je vous invite à aller sur le site Sciences Po Alumni qui détaille tout ça. Je vous rassure, c'est très simple. Sachez simplement que pour les étudiants, quel que soit leur cycle, il faut compter 20 € l'adhésion annuelle qui vous donne accès à tous les événements et services de l'association, dont l'annuaire et le magazine Émile. Et comme c'est la dernière, je tenais à remercier chaleureusement Clément pour l'aide au montage et vous aussi d'avoir suivi mes reportages en espérant qu'ils vous auront été utiles. Bien sûr qu'ils nous ont été utiles, Julia. Merci beaucoup et bravo vraiment pour tous ces reportages. Ça a été vraiment fantastique de travailler avec toi et j'espère qu'on retravaillera bien sûr ensemble. Voilà, merci beaucoup. On passe tout de suite au sport évidemment. Bon bah il n'y a plus de son, bon bah c'est pas grave. Léopold, Antoine, installez-vous, bonsoir à vous deux. Je suis particulièrement content de vous voir, je vous aime bien. Léopold, non c'est avec Antoine qu'on parle ce soir du cross que tu as filmé et que tu as couru. Je le souligne parce que tu l'as couru et c'est un rendez-vous qui a eu un franc succès. Et oui, donc salut Clément, bonsoir à tous. Donc c'est avec une certaine émotion que j'aborde cette dernière émission. Donc samedi dernier s'est déroulée la 6e édition du Cross solidaire de Sciences Po organisée par l'AS. Donc une 60aine d'équipes composées chacune de 4 participants donc, ont pris part à la course. D'autres activités étaient également proposées comme du foot, du volley ou encore de la pétanque. Portés par les encouragements de la Batouka, les participants ont tout donné, leur volonté, leur courage, leur dévouement, leur pugnacité et parfois même leur dignité pour certains. Mais je vous laisse tout de suite découvrir les images. C'est une des dernières journées de l'AS. C'est une super réussite, on est très contente de la journée, surtout que derrière il y a un beau projet solidaire. Le principe c'est de courir 4 fois 1 km en relais. Chaque coureur participe à hauteur de 3 € et l'AS finance 7 €, ce qui fait un total de 10 € par coureur. Et donc les coureurs choisissent l'association qu'ils veulent soutenir.
met en avant les assos cette année et vraiment puisqu'on leur offre la chance de faire un coup de com' avec des beaux stands et de nous préparer une belle journée au bois de Vincennes. Voilà, après une saison haute en couleurs et riche en émotions, que ce soit sur les terrains ou ici, en plateau, c'est malheureusement déjà la fin. Et pour clôturer cette saison sportive, on a décidé de vous donner la parole afin de voir ce que vous en avez retenu. C'est ainsi l'occasion pour certains de se remémorer des souvenirs heureux et pour d'autres de vous inviter à les vivre l'année prochaine. Mais je vous laisse découvrir tout ça sans plus tarder. L'événement marquant pour moi, ce sera évidemment mon premier mini-crit au Havre. On s'était retrouvés en finale au foot contre Nancy dans un stade de 25 000 places. Bon, évidemment, il n'était pas rempli. Alors pour moi, l'événement sportif de l'année, ça a été les triplettades de curling sur gazon, organisé par le BDA et l'AS, si je me souviens bien. Je suis un mercenaire, je joue dans l'équipe de football de Sciences Po et Apollo 27 dans le cœur. Salut Kevin, ça va bien? Très bien, très très bien. Et l'événement qui m'a marqué, d'ailleurs, vous pouvez me prendre dans l'équipe 1, ce serait pas mal. Je parle à monsieur Sakou, à monsieur Rogier, s'ils entendent. Donc pour moi, l'événement marquant de l'année au niveau du sport, ça a été clairement le Sciences Po Fashion Show, parce que j'ai dû marcher 4 allers-retours. Cette victoire contre HEC, on est allé à Jouy-en-Josas, on a pris un putain de train jusqu'à Versailles, je sais pas quoi, c'était au fin fond de la campagne. L'événement sportif qui m'a le plus marqué a été le Krebs sur les côtes normandes. C'était un endroit assez perdu au milieu de la campagne, mais ça a été super. On a joué absolument à plein de sports, on a bien fêté ça pendant la soirée. On ouvre le score, ils égalisent, et là Nicolas Jambou, le mec qui ne sait pas utiliser ses pieds, parvient à marquer un doublé. Pour moi c'est le 50-18. Clairement, voilà, au crit en finale, quand on a marché sur Sciences Po Bordeaux. Plus sérieusement, non, c'était le crit. Et voilà, ça a vraiment marqué, ça a changé mon année. Genre, c'était incroyable et j'attends vivement celui de l'année prochaine, quoi. A noter qu'on tiendra également la Ski Week, les triplettades ou encore les collégiades qui se dérouleront fin mai à Dijon, comme vous l'a rappelé Baptiste. Dans tous les cas, Antoine et moi espérons avoir su vous convaincre durant ces quelques mois que sport et Sciences Po peuvent faire bon ménage, et on se retrouve l'année prochaine. Bien sûr qu'on se retrouve l'année prochaine, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais merci à vous deux, merci pour vos fous rires, merci pour votre naturel, on a passé de très bons moments et j'ai été vraiment très très content de travailler avec vous parce que vous avez donné de très belles couleurs au sport à Sciences Po. Voilà, pour le sport, on passe tout de suite à la culture. Salut Laetitia, prends ton temps, installe-toi ce soir, on a le temps, on va parler culture avec toi. Je vais pas me risquer à chanter, même si j'adore vraiment cette comédie musicale. On va parler justement de la comédie musicale du BDA, Notre-Dame de Paris, et plus particulièrement d'un duo très talentueux. Salut Clément et bonsoir à tous. Pour cette dernière, on vous a préparé un portrait un peu particulier. Surnommés Darcy Lefebvre de leurs noms de famille respectifs, Margot et Chloé ont co-dirigé tout au long de l'année la direction de la comédie musicale Notre-Dame de Paris à Sciences Po. Pour mieux comprendre ce processus et savoir qui se cache derrière la scène, on a décidé d'aller à leur rencontre et de se demander comment on construit une comédie musicale. À l'origine de la collaboration artistique entre Margot et Chloé, il y a d'abord deux passions respectives, la musique et la danse. Pour moi, ça remonte à très loin. Enfin, le chant spécifiquement, parce que moi, je suis chanteuse de base. C'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire dans ma vie, c'est que je ne peux pas ne pas chanter. La musique, c'est beaucoup plus secondaire pour moi. Par contre, je fais de la danse depuis que j'ai 3 ans. En même temps, ça fait un moment que j'essaye de créer des petites chorégraphies. Donc j'avais envie de réussir à faire quelque chose avec des vrais danseurs, un gros projet avec du budget, etc. Monter une comédie musicale, c'est alors l'occasion pour les deux amis de se compléter et de se lancer un véritable défi pour leur dernière année à Sciences Po. C'est vrai qu'a priori, on se dit que monter une comédie musicale à Sciences Po, c'est un peu mission impossible. Et effectivement, sur le point de vue technique, c'est un peu impossible. Mais ce qu'il y a à Sciences Po, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants artistes qui sont très très motivés et très investis dans ce qu'ils font. Et donc du coup, qui s'adaptent aux diverses contraintes. Donc c'est pour ça qu'on peut monter une comédie musicale. Mais une question reste en suspens. Pourquoi Notre-Dame de Paris ? Pour moi, c'était la cassette VHS que je regardais en boucle quand j'étais petite. L'importance du français aussi. Il n'y a jamais une comédie musicale complètement en français. Et du coup, on s'est dit que cette année, ça pourrait être l'occasion aussi d'assumer ça avec un grand classique.
Il est ensuite venu le temps des castings et de la construction du spectacle. Il y a eu toute la préparation en amont du script, des chorégraphies. Et donc après est venu en septembre le temps des castings. C'est génial parce que c'est là qu'on se rend compte justement, comme disait Chloé, qu'il y a une effervescence artistique, il y a un talent fou à Sciences Po. Il y a plein de gens qui savent faire plein de choses. On a sélectionné nos artistes début octobre. Et puis après, ça a été répétition jusque là, début avril. Le grand mystère que certains dans le cast aussi me posaient sur la création des chorégraphies. Bon, déjà, faut pas en faire tout un monde. Il y en a qui créent des poèmes, des romans, qui écrivent. Là, c'est pareil, sauf que c'est avec le corps. J'ai rien repris du tout du spectacle original. On avait défini avec Margot à peu près sur quelle scène on voulait qu'il y ait de la danse. Comme dans tout processus créatif, ça mûrit beaucoup dans ma tête et après, ça se fait concrètement. Finalement, vendredi 14 avril, Boutmi a fait sa comble. L'aboutissement d'une année de travail pour Margot et Chloé, qui ont encore du mal à réaliser ce qu'il s'est passé. C'est très étrange en fait comme sentiment parce que c'est un mélange de joie, de fierté, d'excitation extrême. Il y a de la tristesse aussi parce que c'est très étrange que ça se termine en fait. Mais en même temps, on est tellement fiers, on est tellement heureuse et on a eu des retours qui étaient ultra positifs. Ça fait chaud au cœur. Une chose est certaine, Notre-Dame de Paris restera une aventure humaine. Parmi tous les moments marquants de ce spectacle, moi je pense que j'en retiens un en particulier, c'est quand on a fait la première répétition collective avec tout le cast, c'était précisément le 11 décembre. Et je trouve que là, il y a vraiment un esprit de troupe qui a commencé à se créer, notamment au moment où on a mis la musique et que Gringoire Bastien a commencé à chanter le temps des cathédrales, où ils se sont dit « ouais là on est vraiment dans l'aventure et le spectacle va se faire ». Au-delà d'une troupe, c'est une famille qu'on a créée, quoi. On a eu beaucoup de messages aussi, de reconnaissance, beaucoup qui nous ont dit que voilà, Notre-Dame c'était aussi leur petit soleil dans la semaine et que chez eux, devant la glace, ils se refaisaient tout le spectacle, tout le temps pour être sûrs d'être au top. C'était tellement émouvant et bon, on a tous un peu versé nos petites larmes à un moment donné de les voir grandir humainement, artistiquement. C'est aussi beaucoup de souvenirs qu'on gardera toute notre vie, je pense. Et qui nous donne juste envie de continuer et de recommencer. On vous a promis de déroger un peu à nos traditions, alors avant notre conseil culture, on tient à vous raconter la suite des aventures de Margot et Chloé. L'année prochaine, elles ont décidé de monter leur propre compagnie pour poursuivre leur passion. À demi-mot, elles nous ont aussi avoué que ce qu'elles ont préféré à Sciences Po, ce n'est pas tant les cours eux-mêmes, mais plutôt les projets qu'elles ont menés en parallèle. C'est pourquoi Margot veut vous encourager à faire quelque chose plutôt qu'à voir quelque chose. Ainsi, passer de spectateur à acteur, c'est sans doute pour elle beaucoup plus intéressant. Elle y voit un véritable moyen pour prendre conscience de soi, et elle nous a dit, pour moi, l'art est libérateur. Quant à Chloé, cette fois-ci, on renoue avec nos habitudes. Elle vous invite à découvrir Roméo et Juliette, mise en scène par le chorégraphe Angelin Prège-Blocage. C'est un artiste qui l'a beaucoup inspiré et qui l'a guidé dans la création des chorégraphies de Notre-Dame de Paris. À noter d'ailleurs qu'une dernière occasion vous est donnée de voir le spectacle. Rendez-vous vendredi à 20h30 à l'ENS Ulm dans le cadre du festival des 48 heures des arts. Je remercie Victoria Roure pour les images, Mathilde Geoffroy pour le tournage. Et bien sûr, merci à vous d'avoir suivi ces chroniques tout au long du semestre. Et merci à toi, Laetitia, pour ces sujets absolument parfaits. À chaque fois, il faut que les téléspectateurs sachent que c'est un plaisir de travailler avec Laetitia. À chaque fois, les sujets sont prêts, ils sont parfaits, il n'y a rien à dire. C'est un vrai regard sur la culture que tu as apporté. Et vraiment, merci beaucoup. On passe tout de suite à notre invité à seulement 22 ans, sans transition. Il a été élu en 2016 plus jeune maire de France, maire d'une ville plutôt importante, Fleuranges, en Lorraine, 12 000 habitants, connu pour son usine ArcelorMittal notamment. Il est étudiant à Sciences Po. Notre invité ce soir, c'est Rémi Dick. Bonsoir Rémi. Bonsoir Clément. Merci d'être avec nous. Alors vous avez un parcours atypique et précoce dans le monde de la politique. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot. Effectivement. Première question, à quel âge vous avez commencé dans le monde politique ? Dans le monde politique, alors on va dire que je me suis engagé dans un parti politique à 15 ans. Mais que la vraie vie politique, si j'ose dire, c'est-à-dire le vrai engagement citoyen, a commencé en 2014, lorsque j'ai été élu sur une liste pour les municipales à Fleuranges. Alors justement, en 2014, vous êtes élu sur la liste municipale à Fleuranges. C'est ça. Et en 2016, vous êtes élu maire. Alors concrètement, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est le grand mystère que beaucoup de Fleurangeois aimeraient savoir. La réalité, c'est tout simplement que l'ancien maire, Michel Decker, a démissionné
Il y a des raisons personnelles, il y a beaucoup de raisons aussi politiques liées à des dissensions en interne, des problématiques de respect, des problématiques politiques, des désaccords qui l'ont poussé à la démission. Et une personne était légitime à reprendre la succession. Ce n'était pas moi. Mais cette personne avait un peu plus de 60 ans et ne voulait pas, pour son équilibre de vie personnelle, se lancer dans une aventure de maire. Et d'autant plus que cela implique d'être le leader de la majorité pour les années à suivre. Et donc, sachant que j'étais engagé, que j'étais jeune, que j'étais motivé, il m'a soutenu. Alors que j'essayais de placer un peu mes pions, si j'ose dire ça comme ça. Et il m'a soutenu et il a fait en sorte de m'aider et de passer un peu le relais. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé maire. C'est ça. Alors, on vous invite, parce que vous êtes aussi étudiant à Sciences Po. Oui. Sur votre parcours scolaire, comment s'est-il déroulé? Comment vous avez intégré Sciences Po? En quel master vous êtes? Alors, je suis en master politique publique, donc là en dernière année, avec un aménagement de scolarité qui me rallonge un petit peu le temps de scolarité globale. Je suis arrivé à Sciences Po par la procédure CEP, donc la procédure égalité des chances, d'un lycée, le lycée de Famec, lycée Saint-Exupéry de Famec. Donc c'était en 2012. Et donc après j'ai été en année Erasmus à Vienne. Et ensuite intégration au master politique publique, puis année de césure où j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur et en tant que collaborateur stagiaire pour le maire d'Asnières-sur-Seine. Et sans transition, le matin j'étais collaborateur stagiaire et le soir j'étais maire le 1er décembre. Ah, incroyable, c'est un parcours absolument incroyable. Alors c'est un message très intéressant que vous pouvez passer ici. Ça prouve qu'on peut... Parce que on a fait un sujet avec Julia sur les CEP, les conventions d'éducation prioritaire. Et ce qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'il pouvait y avoir une certaine forme d'autocensure. Et à travers votre parcours, vous prouvez que cette autocensure n'est absolument pas justifiée. Elle n'est pas du tout justifiée et j'insiste, c'est vrai qu'il y a une véritable autocensure quand on arrive en tant que CEP. Mais je crois que c'est vraiment le principal des combats, si j'ose dire, que ce soit au niveau des lycées eux-mêmes, des lycéens eux-mêmes, ou alors quand on arrive à Sciences Po, je crois que c'est un vrai problème en soi. Et bon, après, moi j'ai eu cet avantage, c'était une opportunité qui s'est ouverte. Mais c'est vrai que là, moi j'ai eu beaucoup de chance avec cette opportunité. Et après, quand l'opportunité est là, il faut y aller. On ne se pose pas trop la question. Alors justement, cette opportunité, elle est arrivée à 22 ans. Comment on arrive à être, je dirais, légitime? Comment on arrive à s'imposer au conseil municipal en tant que maire à cet âge-là? Alors ça c'est une bonne question. C'était très compliqué au départ. C'est-à-dire que la première semaine, j'allais dire, d'autant plus que je n'ai pas été élu démocratiquement, dans le sens où j'ai été élu par le conseil municipal et non par la majorité des Florangeois. Il y avait un véritable souci de légitimité, d'autant plus le petit jeune qui arrive vis-à-vis d'une population et surtout le personnel qui a plus de 50 ans en moyenne, avec une équipe qui a plus de 50 ans également en moyenne. Donc forcément, il y avait ce petit souci et on s'impose naturellement, c'est-à-dire dès lors qu'on va dans le bon sens, qu'on arrive à motiver les gens, qu'on arrive à créer des projets. Et j'allais dire, l'avantage de cette fonction, c'est que c'est une fonction qui en impose naturellement. Les gens sont au courant qu'on a les leviers. C'est un des héritages institutionnels de notre République qui nous permet de faire en sorte que le maire a vraiment une puissance en soi et qui est reconnu par la population. Donc au final, pas besoin de faire grand-chose, respecter la fonction elle-même, et à partir de là, les gens nous respectent en tant que tels. Vous êtes impliqué donc dans la politique locale, qui plus est en région, en Lorraine. Oui. Vous avez des ambitions un petit peu plus étayées pour plus tard, au niveau national? On verra. La question ne se pose actuellement pas du tout. Vous n'êtes pas candidat législatif? Non, certainement pas. Ça serait une trahison du mandat qu'on m'a donné, d'autant plus avec le non-cumul des mandats. Ça serait mettre la charrue avant les bœufs. Un jour peut-être, je m'en cache pas, que j'ai des ambitions pour moi, j'ai des ambitions pour ma ville. Je pense que ça fait aussi du bien dans un parcours et dans une carrière de renouveler les différentes opportunités qu'on peut avoir. Mais c'est pas du tout le moment. Merci beaucoup Rémi Dick. Vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir ici sur le plateau de 27 minutes, parce que je sais que dans votre emploi du temps, c'est pas facile. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur un parcours assez atypique, et j'espère qu'on vous reverra bientôt dans d'autres sphères nationales, peut-être. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est l'heure de se quitter. C'est un peu compliqué pour moi, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à
présenter cette émission avec vous. C'était un vrai projet ici à Sciences Po TV. On me raconte encore n'importe quoi dans l'oreillette. Donc justement, je vais dire à tous ceux qui ont fait cette émission de venir sur le plateau, parce que j'aimerais bien qu'on vous montre tout le monde, tous ceux qui veulent venir. Même Mathilde qui me raconte n'importe quoi dans l'oreillette. Parce que si on peut faire un plan large, Guillaume, s'il te plaît. On va montrer qu'il y a beaucoup de monde sur cette émission. Voilà. Ah, c'est beau. Voilà, chroniqueurs, invités, tout le monde. Même Anna, même Sacha, même les invités, tous ceux, venez. Il faut une pensée à Julia. Oui, Julia Galland, qui était notre chef d'édition et qui malheureusement n'était pas là, donc on lui fait vraiment des gros bisous. 27 minutes, c'était un nouveau projet à Sciences Po TV, parler de vous, parler de ce que vous faites à Sciences Po avec un autre regard. C'était pas forcément la Minute Tiep qui avait un côté plutôt humoristique, on a vraiment voulu montrer les initiatives à Sciences Po. Alors moi, très modestement, enfin avec tous ceux qui partent en 3 l'année prochaine, on va vous quitter pour 1 an. L'année prochaine, si le président de Sciences Po TV m'écoute, l'émission revient et ce sera avec Léopold qui est ici, qui va prendre ma place, qui va présenter cette émission. Il va être beau, il va être... Merci bien sûr, on ne les voit pas parce qu'ils sont obligés de continuer à réaliser, mais Guillaume Levesque et Timothée Grand-Guillotte qui ont réalisé cette émission tout au long de cette année. Moi je vous applaudis parce que on vous a vraiment martyrisé, ça a été très très compliqué, vous avez été vraiment à la hauteur. Et puis pour finir, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois, 27 minutes. La promesse n'a pas été tenue parce que l'émission n'a jamais duré 27 minutes. Mais on vous retrouve l'année prochaine avec grand plaisir, très bonne soirée et une nouvelle fois, merci de votre fidélité.